Bonsoir, chers amis. Je vais vous refaire un petit live qui va pas durer, qui est un petit coup de gueule sur ce qui s'est passé au ministère des Sports, MINSUP, MINSEP, autant pour moi, des formations professionnelles, MINSEP, concernant la nouvelle organisation que veut impulser l'État camerounais sur la gestion financière du football au Cameroun, des championnats, et la subvention accordée au club de foot. Je vais vous donner mon point de vue sur la question. Donc, un petit instant et puis nous parlerons de ça. Mais en attendant, je vais vous montrer une vidéo un peu amusante. Je pense qu'on l'a tous vue. Elle est passée en boucle. Ce sera un peu notre entrée. Si on considère que le plat de résistance est l'affaire de la subvention du MINSEP. Et donc, je vais vous montrer cette vidéo. Vous l'avez déjà vue. Allons-y. La vidéo nous parle du président équato-guinéen lors de son séjour au Cameroun à l'occasion donc de cette réunion extraordinaire des présidents de la zone économique de l'Afrique centrale. Donc, on va faire un petit commentaire là-dessus. Permettez-moi de me connecter à TikTok pour que les gens de TikTok aussi soient avec nous. Et puis, je vous reviens. À toutes. Un instant, les amis. On parlera de tout ça. On parlera de tout ça. Attention. Alors, si je fais effet, je fais ça. Voilà. Je fais ça. Je fais effet. Démarrer le live. OK. Alors là-bas, c'est bon. Maintenant, on va ici. J'arrête ça. Sur Facebook. Facebook. OK. C'est parti. Allez, on reprend encore d'abord cette petite image aussi, hein, qui est quand même assez amusante. Regardez comment il marche. Obiangema. Je crois que ça s'appelle Obiangema, non? Alors, le président équato-guinéen est le plus vieux président en exercice dans le monde, puisqu'il a
il a accédé au pouvoir, si je ne m'abuse, en 1979. 1979, remplaçant son oncle, je pense, Mathias Nguema, qui était un sanguinaire, un tyran sanguinaire. Et Obiang Nguema l'a donc remplacé et il trône donc au pouvoir depuis 45 ans. 45 ans, il faut le faire. Il est âgé de plus de 90 ans. Il règne en maître absolu dans ce pays, ne pouvant même plus marcher convenablement. Vous avez donc en Afrique centrale, vous avez des pays qui sont dirigés par des centenaires, presque, parce qu'ils ont tous, ils avoisinent tous les 100 ans, avec une longévité à nul autre pareil à la tête de leurs États. Le président camerounais, 95 ans peut-être, au pouvoir depuis 42 ans. Obiang Nguema, 95 ans possible, au pouvoir depuis 45 ans. Denis Sassou Nguesso, plus de 85 ans, si je ne m'abuse, il a au moins 80 ans. Au pouvoir, si on cumule ces deux passages au pouvoir, il est à plus de 35 ans de pouvoir. Voilà, en fait, les États de l'Afrique centrale dirigés par des personnes qui ont largement dépassé l'âge où, normalement, les neurones du cerveau peuvent réfléchir encore. L'âge où les neurones peuvent réfléchir et être productifs. Il est impossible qu'à plus de 90 ans, avec la dégénérescence sénile des neurones, qu'on puisse être capable de coordonner des actions gouvernementales, d'implémenter des programmes qui demandent un certain niveau d'expertise. Même si on n'est pas expert en la matière, mais on doit avoir suffisamment d'éléments, suffisamment de connaissances, suffisamment de maîtrise des dossiers pour déjà savoir qui on choisit à quel poste. Qui ont choisi quel poste. Et que quand la personne viendra vous dire que ce dossier-ci, ce dossier économique de la zone libre-échange, de la parité des transferts de marchandises, voici ce qu'il faut faire. Vous devez être capable de dire, ben, est-ce que vous êtes sûr que c'est ça? Monsieur Paul Biya n'est pas capable, déjà, de pouvoir nommer quelqu'un de compétent dans quelque secteur économique qu'elle soit. C'est impossible. D'ailleurs, on n'arrête pas de nous dire, il a nommé les gens. Vous voulez donc, il ne peut pas être partout. Il nomme les gens le déçoivent. On ne déçoit que les gens qui n'ont pas la maîtrise d'un dossier. Parce que tout commence par avoir le bagage intellectuel vous permettant de faire le bon choix des personnes. Et qui devront vous rendre compte. Et vous devez être capable de pouvoir tenir la dragée dans la discussion avec votre expert, qui est peut-être en train de vous amener en bateau. Le président camerounais et certainement tous les présidents de ces pays de l'Afrique centrale, qui est quand même encore, comme je dis toujours, la sous-région la plus sous-développée du continent le plus sous-développé du monde. Et il n'y a pas de hasard. Si nous sommes les pays les plus sous-développés du monde, alors que
nous sommes parmi les pays les plus riches en termes de ressources naturelles. Ça veut dire que la direction n'est pas bonne. Comment vous pouvez avoir une bonne direction avec des personnes arrivées au pouvoir par effraction? Paul Biya est arrivé au pouvoir par effraction. Ce n'était pas le plus brillant des collaborateurs du président Amadou Ahidjo, mais c'était le plus docile, ou du moins qui donnait l'impression d'être le plus docile, qui aurait permis à Ahidjo de continuer à régenter sur le pays, alors qu'il avait été contraint par Mitterrand et la France à quitter le pouvoir. Et donc, on lui a présenté des gens, et après on n'a pas besoin de lui présenter. Ahidjo, c'était un président qui était présent, qui connaissait ses collaborateurs, et il connaissait qui était compétent. Mais il voulait quelqu'un qui n'avait pas la poigne, quelqu'un qui était malléable, qu'on pouvait diriger. Et c'est comme ça qu'il a choisi Paul Biya. Pas parce que Paul Biya était compétent. Paul Biya n'a jamais été compétent. C'est le roi feignant depuis toujours. Et il ne va pas se transformer au pouvoir. Il ne passe pas tout son temps à dormir, à réfléchir comment conserver le pouvoir, comment mater son peuple. Et ce n'est pas à 95 ans que Paul Biya va devenir une flèche de la bonne gouvernance. Ce n'est pas à 95 ans. Sassou Nguesso, c'est un imposteur lui aussi. C'est un intrus. C'est quelqu'un qui d'ailleurs a fait un coup d'État à celui qui était élu dans la légalité. Pascal Lissouba. Pascal Lissouba avait gagné les élections, il a pris le pouvoir, et Sassou Nguesso lui a mis les bâtons dans les roues avec la bénédiction de la France. Et c'est comme ça qu'il est revenu par les arts. Et il est là. Aujourd'hui, le Congo-Brazzaville est en cessation de paiement, presque. Mais regardez le train de vie de Sassou Nguesso. Les Congolais viennent me consulter régulièrement ici, là. Les Congolais vivant au Congo, ils viennent pour avoir des consultations qui devraient exister dans leur pays. Mais ils vous disent qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. L'amplificateur de brillance de l'hôpital hospitalo-universitaire de Brazzaville, un hôpital qui forme les médecins. L'amplificateur de brillance qui permet de faire un certain type d'opérations, parmi lesquelles les opérations orthopédiques pendant les prothèses de hanche et tout ça là, et qui permet aussi de mettre les pacemakers en panne depuis des années, pas réparés. Mais Sassou Nguesso roule carrosse. Il organise des histoires de clubs de foot, d'écoles de foot à Wesso, dans son village, invitant toutes les anciennes légendes du football africain. Et bien sûr, il y a des cachets. Bien sûr, il y a des mallettes d'argent. Bien sûr, c'est du bling-bling. Un pays où les gens n'ont pas de quoi se réchauffer, de quoi manger, de quoi se soigner. Ce pays organise des fêtes sportives, footballistiques, en invitant toutes les stars africaines, les anciennes gloires. Vous pensez que c'est juste pour du beurre? Vous savez combien de millions, de dizaines, de centaines de millions Sassou Nguesso a dépensé lors de cet événement où on a vu les Okocha, les Tofis, peut-être Adebayor et d'autres stars africaines. Des stars africaines, des stars sportives qui n'ont jamais dit non à nos oppresseurs, qui n'ont jamais dit non à la mauvaise gouvernance de nos pays. Je ne sais pas si c'est un virus qu'on injecte à tous les footballeurs dès les centres de formation, où on leur dit, vous allez être du côté de l'oppresseur, de la tyrannie.
et pas du peuple. Un peuple qui vous adule, qui vous adore. Les Africains ne jurent que par leurs stars sportives. Mais des stars sportives qui ne fréquentent que les dictateurs. C'est quand même extraordinaire. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer que tous ces anciennes stars ne côtoient que la tyrannie? Les Congolais vivent à plus de 80% sous le seuil de pauvreté. Ils viennent se soigner ici, ceux qui ont des moyens, parce que leurs hôpitaux sont exsangues. Mais Sassou Nguesso, il n'est qu'en beau costume. Enregistrement illicite. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que l'Africain n'adore que l'opulence personnelle entourée de la décrépitude? Voir un peuple souffrir, ça excite nos tyrans. C'est extraordinaire. Et nos anciennes gloires les côtoient. Obiangema, dans son pays, c'est ce qui se passe. Enrichissement illicite de son fils, de ses proches. C'est un clan familial qui gouverne la Guinée équatoriale. Un pays qui serait aujourd'hui le Qatar. Petit pays plein de richesses, dont le pétrole. La Guinée équatoriale serait le Qatar à Dubaï. Mais non, mais non. Que dit du Gabon? Pareil. La famille Bongo a passé son temps à ventiler des mallettes d'argent aux Français, aux hommes politiques français. Des mallettes d'argent. Et ça, on en parle sans vraiment tirer des leçons de ça. Sans demander des comptes au peuple français. Où est parti notre argent? Remettez-nous notre argent. C'est de l'argent volé. Il y a toutes les preuves, c'est factuel. L'avocat Maître Bourgi, il est vivant. Le peuple gabonais devrait attaquer la France en justice pour réclamer ses biens volés par la famille Bongo. Mais l'Africain, il s'indigne un peu et au suivant, il passe à autre chose. C'est terrible. Avec donc ce genre de chef d'État, pourquoi vous vous étonnez qu'il y ait des réunions extraordinaires dictées par les instances financières internationales, dont le FMI, pour vous dire, les gars, on va vous serrer la ceinture. Et commencez déjà par la serrer vous-même. La dévaluation est à notre portée. Et ce n'est pas la première dévaluation. Comment on peut expliquer qu'un pays ou des pays, et c'est toujours les mêmes qui subissent des dévaluations? On avait cru que cette parité fixe était un gage de sécurité. Les gens disent, oh que non. D'ailleurs, le franc CFA, il faut qu'on se débarrasse de ça parce que c'est ça le problème, la monnaie. Le problème du Cameroun, c'est le franc CFA. Le problème de l'Afrique centrale, c'est le franc CFA. OK. Pierre Calvin Chokonte, bonjour. Moi et Célé. Pauvre, je suis fier de te réécouter. Ça fait longtemps que je traversais cette magnifique page. Tu montais trop sur l'église. Ouais, aujourd'hui, j'espère que les églisiens vont venir me lancer les atalapous. Hein? Les églisiens. Parce que là, je suis encore dans l'entrée. Le plat de résistance arrive. J'espère que vous allez venir. Parce que quand vous voyez le titre de mon live, vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui,
J'ai porté mes gants de velours au profit de la FECAFOOT. Et je vous ai toujours dit que moi, je suis un homme du milieu. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez me taper, vous pouvez faire ce que vous voulez, tout ça là. Mon éducation, elle est solide. Je suis un homme du milieu. Je suis un homme du milieu. Je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule, qu'on influence, à qui on dit n'importe quoi. Non, je suis un homme du milieu. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue objectif sur le nouveau round du combat patricide entre le bossu et le moustachu. Donc, je termine avec cette histoire de la zone CEMAC, des chefs d'État, ces vieillards qui ne veulent pas se reposer. Ils n'arrivent même plus à marcher. On voit Paul Biya, comment Paul Biya marche. Il ne peut même plus faire deux pas. Son frère du village, Obiangema, pareil. Des vieillards, mais qui dirigent des États. Incroyable. Donc, on va dévaluer alors que on pensait que la parité fixe entre l'euro et le CFA serait une garantie. Donc, les gens me disent que non, il faut se débarrasser de ça. Le franc CFA, c'est le problème de l'Afrique. Moi, j'ai toujours dit que le franc CFA n'est pas le problème. C'est certainement un des problèmes et que j'aime envie de dire qu'il est même secondaire. Le problème du sous-développement de l'Afrique francophone française, c'est pas en tant que tel le franc CFA. Le fait que nous soyons arrimés à l'euro et que notre monnaie soit parquée dans un coffre-fort français, ça dénote justement de notre manque de souveraineté. OK. Bye. Attends. Attends un instant. Donnez-moi une minute là. Oui. Oui. Non, ta photo, tu envoies. Oui, alors, sorry. Tout à l'heure, j'ai eu un appel important. Alors, je me mets. Bon, peut-être que je vais mettre ça ici. Ce sera peut-être mieux, comme ça, je verrai les. Alors, donc, je vous disais que la parité, OK, notre argent transite par la France et ils en font ce qu'ils veulent. OK. Mais j'ai fait cette réflexion-là. Imaginez-vous, imaginez-vous si l'Afrique subsaharienne francophone et notamment l'Afrique centrale avait une monnaie indépendante de l'euro, de toute autre monnaie forte, euro ou dollar, sans parité fixe, qui fluctuait au gré
du marché, de notre compétitivité, de nos performances. Imaginons ça. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie forte si vous avez une gouvernance faible. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie forte si vous avez une gouvernance faible. Je suis modeste parce que je ne suis pas économiste. Voilà. J'utilise juste mon mindset, ma capacité à essayer d'être logique pour comprendre que, en réalité, si le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Congo avaient, par exemple, une monnaie commune à eux, ces pays-là, si nous avions une monnaie commune, où chacun de ces pays avait sa monnaie, avec notre économie, avec notre gouvernance, avec notre niveau de corruption qui n'a pas son pareil, notre monnaie aurait valu quoi? On n'est pas capable de produire pour exporter, pour rentrer dans la compétition mondiale du marché commun. On ne fait que importer sans pouvoir exporter. Donc, une balance commerciale qui est déficitaire. On allait avoir quelle monnaie? Ça veut dire que là, aujourd'hui, où il y a cette parité fixe, c'est-à-dire que l'euro essaye de nous soutenir comme un enfant malade porté par sa mère à devoir traverser une rivière. Mais imaginez que cet enfant malade-là, quand il dit que bon, débrouille-toi à nager tout seul. Et on serait peut-être aujourd'hui, au gré justement de l'évolution du marché, là, on aurait des bourses qui allaient être dandinées à tout moment, parfois tomber peut-être à 1 euro, à 1000 francs, 1500, 2000 francs CFA. Avec la gouvernance de Paul Biya, avec la gouvernance de Sassou Nguesso, la monnaie camerounaise vaudrait peut-être 10 fois moins que ce qu'elle ne vaut aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 1 pour 655 ou 656, on serait peut-être à 1 pour 6500. C'est de ça qu'il s'agit. Et des exemples, on en a. La monnaie zaïroise. D'ailleurs, là-bas, on nous dit que finalement, c'est le dollar qui est utilisé. Mais pourtant, ils ont officiellement une monnaie. Citez-moi un pays africain qui a sa propre monnaie, qui est déjà développée. Citez-moi. Y a-t-il un pays africain ayant sa monnaie qui est développé? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que nous avons des problèmes en Afrique. Nous avons des problèmes en Afrique centrale. Nous avons des problèmes dans l'Afrique subsaharienne. Et nous devons être très concentrés sur ce qui est essentiel pour décoller. Et ce qui est essentiel, ce n'est surtout pas le sport, ce n'est surtout pas le football. Le football ne peut pas être le levier de développement qu'on voudrait nous le faire savoir aujourd'hui, l'État camerounais, le ministère des Sports, et sa propension à vouloir tout gérer et à vouloir même aussi tout donner. Parce que les milliards dépensés par l'État camerounais pour un football malade, qui est chroniquement malade et qui ne peut pas sortir de sa maladie tant que les causes ne sont pas identifiées et traitées au fond. Le football sera toujours malade. Pour preuve, depuis la nuit des temps, la FECAFOOT a toujours connu des soubresauts. On sait qu'il y avait l'arrivée de Samuel Eto'o, waouh, on est sorti de l'eau, des eaux troubles. Moi-même, je suis devenu président d'un club de football affilié à la FECAFOOT.
la faveur de son élection. Mais j'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter. Parce que ce milieu-là, c'est un faux milieu. C'est un faux milieu. Des gens sérieux qui arrivent dans ce milieu ne peuvent pas durer, ne peuvent pas rester. Si vous voyez un président de club, il est là depuis Weke, mais il est toujours là. On ne lui donne pas l'argent. On le malmène, on le tabasse et tout. Comme ceux qui estiment que Eto'o est venu faire n'importe quoi. Ils passent leur temps aujourd'hui dans les tribunaux à vouloir mettre la FECAFOOT et son président en difficulté. Depuis tant de temps, ils ont espéré le voir même exclu définitivement, mais ça n'arrive pas. Il est quand même là. Mais eux aussi sont là. Vous pensez que c'est pour rien. Dans le football où tu ne dépenses plus que tu ne gagnes, et depuis des années, tu ne gagnes pas vraiment, disons ça, mais tu es là, tu t'agrippes. On t'a même mis en minorité parce que le nouveau exécutif vraiment ne te veut pas, mais tu es quand même là, tu t'agrippes. C'est que eux-mêmes, c'est des faussaires. C'est des businessmen. C'est des gens qui sont venus là pour s'enrichir et non développer le football. Ils n'en ont rien à cirer du développement du football. Sinon, ça se saurait. Je vais donc d'abord vous passer cette émission, enfin, ce reportage de ma chaîne préférée, Equinox, sur la réunion qu'a tenue le ministre dans ses locaux avec les présidents des clubs. Et après, nous allons commenter ça. On y va. Comme une chanson reprise en chœur, les présidents de clubs souhaitent que la subvention des pouvoirs publics leur soit versée directement au lieu de transiter par la FECAFOOT. S'il y a une subvention, j'ai demandé à ce que ce qui reviendra à Faux-Vazur soit versé dans le compte bancaire de Faux-Vazur. Comment ventiler la subvention de l'État? À quoi elle est destinée? La subvention n'est pas destinée à la FECAFOOT. Le vœu de la majorité, pour ne pas dire de l'ensemble des clubs, que l'argent soit directement viré dans le compte des équipes professionnelles. Si les clubs redoutent désormais la fédération, c'est qu'ils appellent au retour de la LFPC. Les textes disent que le football professionnel doit être géré par la Ligue professionnelle de football, qui est une entité avec une autonomie financière. Si on ne nous verse pas directement dans les clubs, si on verse à la Ligue professionnelle de football, nous sommes sûrs que ça va nous arriver. En tant que premier vice-président de la Ligue, je pense que les présidents de clubs ont été satisfaits, qu'on a fait de très bonnes propositions dans l'intérêt général. Invité à la concertation par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, la FECAFOOT ne s'est pas présentée. La subvention des pouvoirs publics est de 560 millions de francs CFA comme appui au salaire des joueurs, à ne pas confondre avec les 350 millions destinés à l'organisation. Une sollicitation d'un montant de 350 millions de francs CFA a également été introduite dans les services du Premier ministre, un décaissement de 150 millions de francs CFA a d'ores et déjà été mis à la disposition de la FECAFOOT pour le démarrage des championnats. Les doléances des présidents de clubs seront acheminées à la présidente de la République qui indiquera la conduite à tenir. Mais en attendant, les RIB, les relevés d'identité bancaire des clubs, ont été collectés. Et de la réclame dans cette édition du 20h. MTN Cameroun. La LFPC. Alors, vous avez écouté. Et quand j'ai suivi cet élément, je me suis dit, le pays est foutu. Le pays est foutu déjà parce que l'État camerounais, le gouvernement camerounais, a décidé de faire du football vraiment l'opium du peuple. Ce que c'est déjà, mais pour renforcer en fait cet opium. Parce que dans un pays où la dévaluation nous guette, où les coupures d'électricité
sont devenus monnaie courante, où l'état des routes laisse à désirer, où le sous-développement est en accélération exponentielle, que la plus haute hiérarchie du pays, qu'est la présidente de la République. Puisqu'on sait que tout se gère maintenant à la présidente de la République. Que la présidente de la République s'occupe de quelque chose qui devait être secondaire. Secondaire. Laissé à la charge d'un ministère et des démembrements, les fédérations. On attend, on a envoyé, on a collecté les RIB des associations sportives. Enfin, c'est les RIB des présidents. De quelle association sportive? De quel club? Vous pensez que M. Faustin, donc, que vous voyez là en image, je montre à mes TikTokers, que Faustin, donc, que vous voyez, vous pensez qu'il a la tête de quelqu'un qui va diriger un club comme une association, il y a un conseil d'administration, les décisions sont prises de manière collégiale et tout, et en plus, que cette association sportive mette en avant les joueurs et pas eux-mêmes. Vous connaissez ça? Si je vous dis de me citer un seul joueur sociétaire du club dont Faustin donc est président, vous pouvez me citer? Est-ce que vous pouvez me citer le nom d'un club, le nom d'un joueur dont Faustin donc est président? En dehors de celui qui a fait le buzz, en dehors de celui qui a fait le buzz, Wilfried Nathan. Wilfried Nathan, je ne sais plus quel est son nom. En dehors de lui, est-ce qu'un Camerounais peut me citer le nom d'un joueur de l'équipe du club de Bro des Bro, Tico United? Quelqu'un peut me citer le nom d'un joueur de Canon de Yaoundé? Mais vous savez qu'à l'époque, on ne connaissait même, ou ce n'est que les initiés qui connaissaient le nom des présidents des clubs. Parce qu'il y avait des présidents charismatiques. Oui, c'était des présidents charismatiques, mais qui ne se mettaient pas en avant. Mais de par justement leur charisme, leur passion pour le foot, leur dynamisme, ils finissaient par devenir aussi des vedettes, au titre que les joueurs. Mais ils n'étouffaient pas les joueurs. Dans Dynamo de Douala, on savait qui était Sinkot Esaïe, qui était Ndebaï, qui était Chomban, qui était Tony Max et consorts. On savait. Dans l'Union de Douala, les Kamga Chapoussi et Nangazozo, Père Joseph Antoine, Beb Solo et consorts, Yerima. Mais on connaissait Canon. Les 11 de Canon étaient tous des internationaux. On les connaissait. Avec Atoman Kono, Akono, Jean-Paul, Eboué, Jean-Daniel, Doumbélé est passé par là, Mbida, Ngeya Nongejak, René Emana, le père d'Achille Emana. On les connaissait. TikTok là, tapoter, TikTok, tapoter. On les connaissait. Mais aujourd'hui, vous ne connaissez aucun joueur, mais vous connaissez les présidents. Ça veut dire que, en fait, c'est leur boutique. C'est leur boutique. Dès que le moustachu va leur verser de l'argent. Oh, dis-moi, mais j'ai même les dettes là depuis. Donc, j'ai même beaucoup bossé là, j'ai boxé pour vous là, bon, et puis bon. Donc, j'ai même une petite, elle m'a dit qu'elle a accouché.
Donc, je dois me partir à Paris, là, machin truc là. Voilà comment l'argent va être géré. Les joueurs vont avoir des miettes avec des arriérés. C'est comme ça que le football camerounais a toujours été géré depuis Ben Lurette, depuis la fin du vrai championnat camerounais, des vrais clubs mythiques camerounais et des présidents passionnés tels que les Ngassa Api étaient dans l'Union de Douala, les Kungu et Dima Ferdinand, le canon de Yaoundé, les Ongbazing de Tonnerre de Yaoundé, et dans Dynamo, vous aviez aussi des, dont je pense qu'il y avait le président, j'oublie un peu son nom, le président mythique de Dynamo de Douala. C'était des présidents. Il n'y avait pas beaucoup de moyens, l'État ne versait pas beaucoup d'argent, très peu, mais eux, c'était des hommes d'affaires ou c'était des dirigeants de société. Ils recrutaient des joueurs dans leurs entreprises. Beaucoup de joueurs, par exemple, d'Union, étaient normalement des employés du port, enfin d'une société de transit au port. Kungasapi était patron. C'était des semi-professionnels. Mais un semi-professionnalisme pas dû à l'investissement de l'État. L'État ne donnait pas autant de moyens au football camerounais. Mais regardez quel était le niveau du football camerounais. Aujourd'hui, ça ne parle qu'un milliard. Un milliard. Les résultats sont pas de championnat. Et quand il y a un championnat, il produit quoi? Des clubs incapables de passer le deuxième tour des coupes africaines. Le Cameroun qui gagnait toutes les coupes africaines. Le Cameroun gagnait toutes les coupes africaines. Mais aujourd'hui, et le Cameroun était capable de vous envoyer la même année en Coupe des Champions, Canon, en Coupe des Coupes Union, Tonnerre était en embuscade, et il y a eu des années où on a gagné les deux compétitions. Aujourd'hui, vous entendez que Coton, ça fait déjà peut-être 20 ans. Coton, champion, ils arrivent là-bas, rien, revient. Voilà. Et ça, on ne va pas dire que c'est la faute à Eto'o, parce que ça fait à peine 3 ans qu'il est là. Mais depuis Belle Lurette, le Cameroun n'a plus eu un championnat compétitif. Le Cameroun n'a pas eu un champion capable de titiller l'élite africaine. Et ça fait un certain nombre d'années que l'État verse quand même beaucoup d'argent au football. Peut-être davantage depuis que Eto'o est là. Mais depuis un certain temps, l'État finit l'argent du contribuable camerounais pour donner à un football qui ne sert à rien. Et maintenant, vous voyez donc ces présidents de club qui sont que des businessmen, des gens qui viennent se faire doubler, et des gens qui sont dans des bisbilles, des embrouilles. Faustin, donc, on a vu circuler les audios de ce monsieur, de ce grand frère, que je respecte. Mais qui est un homme d'affaires dans l'âme depuis qu'il est né. Nous, les anciens de Russie, nous le connaissons. C'est un homme d'affaires d'arpin, hein?
Ces 5 francs ne cherchent pas son frère. Faustin Donqueux. Depuis étudiant en Russie. Mais vous ne pouvez pas, dans le football, je suis désolé, dans un pays où il n'y a pas une politique d'autofinancement du football par l'instance fêtière, la FECAFOOT, donc où l'argent est, donc, on va dire, rare. Il faut chercher ça un peu à gauche, à droite et tout. Les présidents de clubs doivent davantage mettre la main dans la poche. Davantage. Et j'en sais quelque chose. Je me suis appauvri là en juste 1 année et demie. J'ai jeté l'éponge. J'ai jeté l'éponge. Ben oui, parce que aussi, je suis un travailleur, je ne suis pas un homme d'affaires, je n'ai pas des sociétés, je ne suis pas machin, truc et tout. Donc, vraiment, tu te rends compte que non, c'est. Et tout ça, là, pourquoi? Pour être même confronté à des tripatouillages et ainsi de suite. Là, tu jettes l'éponge. Donc, ne doivent gérer, enfin, des clubs au Cameroun que des gens qui sont suffisamment assis, qui ont de l'argent et qui se disent que je fais du social. Il faut faire du social. Là, tel que c'est organisé, tel que le sport au Cameroun est organisé, c'est du social qu'il faut faire. Et je dis encore, je suis désolé, Faustin Donqueux ne vient pas là pour faire du social. Et les autres présidents que je ne connais pas ne sont pas là pour faire du social. Donc, quand on va chanter la FECAFOOT, qui, entre autres mesures, apparemment, avait amené donc cette exigence de transparence dans la gestion des comptes. Et ça, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. Je suis anti-églisien. Je suis même l'un des coachs des hiboux. Mais il faut être honnête dans la vie. Cette mesure, si elle a été prise, elle est salutaire. Eto'o, pour avoir pris cette mesure, doit être félicité. On ne peut pas laisser la gestion de l'argent des footballeurs, parce que cet argent-là, c'est l'argent des footballeurs. Je ne peux pas être contre qu'on ne donne pas de l'argent aux footballeurs, parce que le footballeur, c'est son métier. Il n'a pas autre chose. Donc, on doit pouvoir financer. Moi, je suis contre le fait que l'État dépense autant d'argent pour l'équipe nationale du Cameroun. Le Cameroun n'a pas de l'argent. Il ne peut pas dépenser l'argent pour des gens qui en ont déjà. Pas tous ces footballeurs-là, tous, quasiment 90% sont des professionnels. Je suis désolé. Le professionnel peut se payer son billet d'avion pour venir représenter le Cameroun. Kylian Mbappé n'utilise pas son argent, il reverse ça aux associations. Il reverse l'argent que lui donne l'équipe nationale, ses présidents de l'équipe nationale. L'argent de Kylian Mbappé n'est pas utilisé par Kylian Mbappé, reversé aux associations. Vous lui dites que les André Onana, les autres, Mbemo, Maliba aujourd'hui et consorts, les Ambouanguissa, vous voulez me dire qu'ils sont à un billet près, un billet d'avion près, ou à une prime près, en sérieux. Pourquoi ne pas décider que leur argent doit être mis dans une caisse pour leurs jeunes collègues amateurs et géré pas par les présidents des clubs, parce que c'est des rapaces, c'est des businessmen. Ils vont manger ça. C'est ça qui est ça. Donc, le président, enfin le ministre de l'enseignement supérieur des sports, le moustachu, en prenant cette initiative de réunir les présidents des clubs, de vouloir redonner une place forte à la ligue professionnelle, ce machin-là, qui ne sert à rien. Donc, le vice-président est Faustin Donqueux. En prenant leur RIB et en voulant
verser l'argent destiné aux footballeurs dans les comptes personnels de ces businessmen que sont les présidents des clubs. Monsieur le professeur Moule Kombi pose un acte antipatriotique, une hostilité à la nation. Il n'est pas pour les footballeurs, mais pour leur président. Il y en a certainement qui sont sérieux. Mais mon expérience personnelle et notre vécu nous amène à comprendre que ces gens-là, ils vont utiliser cet argent à leur guise. À leur guise. Et à leur intérêt, uniquement. Et on aura donc toujours des footballeurs pauvres, paupérisés. Et donc, adios, les Abbé Gatoufit, les Mbida Grégoire, les Kanga Chapoussi, les Ndjebaï et consorts, c'est-à-dire de bons footballeurs. Le Cameroun n'en produira plus. On n'en produira plus. Parce qu'il n'y a pas une politique sérieuse, implémentée ou édictée donc par l'endroit où maintenant tout se décide, la présidence de la République. Quel président de la République? Déjà incapable de gouverner un pays. Au point où on est obligé d'organiser des réunions extraordinaires de chefs d'État vieillards qui ont quelques neurones en moins aujourd'hui et qui vont nous conduire tout droit à la banqueroute financière. C'est là-bas qu'on nous dit que on va maintenant aller voir s'il faut donner l'argent à des trucs là. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon. La FECAFOOT doit pouvoir gérer cette histoire. On ne peut pas chanter la FECAFOOT parce que la décision prise par la FECAFOOT, elle est salutaire. C'est d'avoir un contrôle sur l'argent reçu par les associations sportives. Mais comme nous sommes dans un duel de trapules, des enfants d'une même famille qui se disputent, on ne sait pas trop quoi, le moustachu, il continue sa sale besogne au détriment de l'intérêt du football camerounais, des footballeurs et donc même du peuple. C'est bien dommage. Je ne sais pas quelle va être l'attitude, la réaction de la FECAFOOT, mais ici, là, nous devons apporter notre soutien. Mais bon, soutien, il faut quoi? C'est entre eux, les grands là-bas. Mais j'avais le devoir de donner mon point de vue et d'apporter ma modeste contribution à l'éclairage de ce dossier et à dire à la FECAFOOT et au comité exécutif de la FECAFOOT que tenez bon. Je ne sais pas s'il y a des voies de recours. Vous avez certainement un carnet d'adresses. Utilisez-le pour que votre responsabilité dans cette histoire soit rétablie. Votre prééminence dans la gestion du foot. Maintenant, en ce qui concerne la Ligue professionnelle de football, moi, je ne sais pas effectivement c'est quoi cette entité, quel est son rôle dévolu dans les statuts de la fédération. Mais je crois que du temps où elle avait vraiment la même mise sur l'organisation du championnat, avec à sa tête ce général qui ne vieillit pas et qui ne veut pas prendre sa retraite, c'est Mengue, et comme vice-président, Faustin Domke, je ne pense pas que il y avait aussi pour secrétaire
exécutif, je vois que Madame Mandengue ou un truc de ce genre, c'était pas mieux. Hein. C'était pas mieux. Voilà. Donc, ce que le moustachu veut faire, c'est justement faire un retour à la case départ de la gestion bananière du football camerounais. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire à ce propos. Je vais un peu regarder s'il y a quelques... Oui, Canon de Yaoundé de Roujac. En effet, le grand. TKC de Luc Mbassi. Mama. Mama, je ne sais pas si vous avez connu Maman Bondo, Jean-Louis, l'un des plus grands techniciens que le football africain n'ait jamais connu. Mama. Mama jouait un peu, c'était un peu de style, bon, c'était pas le même poste que Romario. Trapu, racé. Il n'est pas là pour courir n'importe comment, c'est le ballon qui court. D'une technicité époustouflante. Ça, c'était le tonnerre de Yaoundé. Il y avait des joueurs au Cameroun, de très bons joueurs. Je dis encore que si toute cette époque-là, vous la ramenez aujourd'hui, vous ramenez l'époque, justement, des années des 75. Parce que Roger Mila est ballon d'or africain en 76, et après il part, il est jeune. Donc, c'est là où on était jeune, mais on voyait déjà un peu. Donc, les années 75 à 90, vous ramenez ça là maintenant. Parce que les Kalakongo disent Magnang, mon gars, donc il veut dire que c'est le meilleur axe central. Kalakongo ne pouvait même pas être au banc de touche de la Dynamo de Douala. Et que, sur le plan hiérarchique, les clubs camerounais, il y avait Canon de Yaoundé, Union de Douala, Tonnerre et Dynamo se disputaient la 3e place. C'était les 4 premiers clubs du Cameroun. Le championnat se jouait généralement entre eux et après la coupe aussi. Et après, de temps en temps, vous aviez des troubles faits qui venaient comme ça là et tout. Mais je dis que Kalakongo ne pouvait pas être au banc de touche de Dynamo de Douala. Impossible. Son Barnak allait être titulaire à la place de qui? L'équipe nationale du Cameroun. Souvenez-vous, en 90, qui était le libéraux des Lions Indomptables qui a atteint les quarts de finale? Koundé Emmanuel, monsieur vin rouge de Bordeaux. Plus le mec là vieillissait, plus il se bonifiait. Koundé Emmanuel, au départ, milieu récupérateur, qui commence sa carrière à un match difficile, finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 1977, si je ne m'abuse. Ou 79. Non, 79, autant pour moi. Canon de Yaoundé et Afia Conakry. Afia, c'était la meilleure équipe africaine de l'époque. Avec les Sédoua Bangoura, Papa Kamara, Chérif Souleymane, les Bengali Silla et tout ça. C'était la grande époque guinéenne. Canon de Yaoundé en finale. 79. Abega s'est fait mal, donc ne peut pas jouer. C'est Koundé Emmanuel qui le remplace au milieu du terrain. Koundé Emmanuel fait un match de tonnerre, sans complexe. Le gars avait des tirs, c'était sûrement la sorcellerie. Il n'y a pas eu ce genre de tir là maintenant. Là, tu tires comme ça maintenant, la VAR va dire que non. Tu tires comme ça maintenant, la VAR dit non.
Et donc, Koundé Manuel a fait toute sa carrière en milieu de terrain, mais à un moment donné, il a replié en libéraux. Oh, le gars est venu nous faire des gestes techniques comme libéraux. Le gars, il dribble en l'air à la surface de réparation un blanc, en Coupe du Monde, Koundé Manuel. Et avant ça, la génération d'avant, Doumbelea, monsieur propre. Le gars n'avait que les raccourcis sur le terrain. Doumbelea n'avait que les raccourcis sur le terrain. Le gars ne tapait pas. Le gars, non. Doumbelea. Vous voulez me dire que Kala ou Sombanak pouvaient jouer Doumbelea au banc de touche. Ou alors jouer Koundé Manuel au banc de touche. Peuple camerounais. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que le football a commencé là dans les années 2000? Je dis encore qu'à cette époque-là, à cette époque, il n'y a pas plus de 3 joueurs de la génération de plus de 2000. Il n'y a pas plus de 3 joueurs qui seraient titulaires à l'équipe nationale de l'époque de Roger Mila, d'Abbé Gatophile, ou d'Emmanuel et consorts. Impossible. Impossible. Il y en a qui seraient là, mais pas titulaires. On vous dit que vous avez des joueurs de l'Union de Douala, tels que Enanga, Joseph, appelé Zozo, Kam Gachapoussi, 2 milieux du terrain de très haut niveau. Les gars étaient remplaçants à l'équipe nationale. Parce qu'il y avait qui? Il y avait Péga Théophile, Ndida, Grégoire, du canon de Yaoundé. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? C'est qui? Qui allait jouer à la place de qui? Sont sérieux. Je dis encore que on peut dire ce qu'on peut dire. Vous prenez Foué, vous prenez Makoun, vous prenez Alexandre Son, vous prenez Eri Djemba Djemba, tous ces gens-là. Dans l'équipe nationale du Cameroun, qui se qualifie pour la Coupe du Monde 1982, où nous battons le Maroc à Kenitra et puis à Yaoundé, et vous aviez où Arantes Mbida est remplaçant à Kenitra. Arantes Mbida est remplaçant. Parce qu'il y a qui? Jean-Pierre Tokoto, Abega Théophile. Au milieu du terrain. Vous ne pouvez pas. Ce n'était pas l'à peu près. Voilà. Donc, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ces joueurs-là au Cameroun tant que le football camerounais est autant déstructuré. Tant que le football camerounais est autant déstructuré, il n'y aura plus. Bon. Donc, voilà, c'était un peu ça, mon avis sur ce qu'est devenu le football camerounais et la gestion un peu calamiteuse de la tutelle des associations sportives, le MINSUP et son ministre qui a décidé de faire comme Kobia lui a demandé de faire, c'est-à-dire que de tuer le football camerounais. OK? Alors, bonjour, prof. J'aime bien ce que vous faites pour nous jeunes. Bon courage à vous et à vos collègues dans votre lieu. Je soutiens votre lieu depuis la France. Bonjour. J'aime bien ce que vous... OK.
Alors, Guy Wacho, Prof Boni, s'il vous plaît, pourquoi presque aucun cardiologue camerounais n'utilise le cardiopad de notre jeune ingénieur? J'avoue que je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais je crois que c'est aussi un problème de manque de vision de nos gouvernants, hein. Parce que normalement, c'est l'État qui doit promouvoir l'excellence locale en déjà subventionnant une invention comme celle-là, en essayant de permettre à son développement, déjà sa technicité, sa rentabilité, sa fiabilité. Il faut des moyens pour ça. Il faut mettre en place des études de faisabilité et de rentabilité, et après valider, donner l'agrément nécessaire et faire rentrer ça dans le pipeline du ministère de la Santé et dans ce que les hôpitaux, les structures ont comme obligation d'acquisition quand on passe des appels d'offres pour tel ou tel équipement. C'est l'État. C'est l'État. Parce que sinon, le médecin lambda qui a sa structure et tout, bon, qui est habitué à son équipement qui vient d'Occident, de Chine, de France et tout, c'est ça qu'il connaît, on lui dit que c'est fiable et tout, il va prendre ça. Il va prendre ça. Parce que normalement, dans tout pays, il y a ce qu'on appelle des leaders d'opinion. Même en médecine, il y a des leaders d'opinion. Certains professeurs qui ont une certaine réputation et qui doivent pouvoir faire la promotion de telle ou telle chose. Et après, ça passe par des sociétés savantes qui adoubent, qui accréditent et donc qui recommandent. Mais tout ça, coordonné par le ministère de la Santé. Et après, on va dire que bon, chez nous, voici ce qu'il faut, voici ce qu'il faut acquérir et tout. Et une fois que certains hôpitaux, par exemple, universitaires, ont déjà ce matériel-là, vous comprenez que après, ça se décline sur des structures d'aval. Quelqu'un qui est en Guelmedoka, qui sait que l'hôpital tel utilise le cardiopathe, et il va facilement acheter ça. Donc, c'est un problème de vision, hein. OK, chers amis, à très bientôt à vous. Alors, est-ce que ici, là, il y a... Ciao, ciao.